Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Sofina? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Donc, ici, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, notre analyse va essentiellement être basée sur certains éléments comme par exemple le book value. Parce qu'ici, on a affaire à une compagnie financière, donc on va l'analyser d'une façon tout à fait différente. Alors, premièrement, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une holding. C'est une holding financière. Donc, c'est une compagnie qui investit dans d'autres compagnies. D'accord? Donc, elle a généralement 3 stratégies d'investissement. Donc, elle a une stratégie selon laquelle elle investit dans des compagnies en forte croissance, donc généralement les startups. Donc, vous pouvez le voir quand vous allez sur le site de l'entreprise. Déjà, je vous recommande de lire les rapports financiers de cette compagnie avant d'y investir. D'accord? Donc, ici, elle investit dans plusieurs startups ici. Donc, généralement, je me suis rendu compte qu'elle investit massivement également en Inde. Donc, vous allez voir Giphy qui s'est fait racheter dernièrement par, je pense, c'est Facebook qui a racheté cette entreprise-ci. Donc, elle investit dans toutes ces startups-ci. Donc, ça, c'est la première stratégie. Et également, elle a une seconde stratégie qui est d'investir dans des fonds privés. Donc, des fonds privés, que ce soit des fonds de capital risque, soit également, voilà, ça peut être que des fonds leverage buyout comme les KKR. Donc, elle investit également dans tous ces fonds-ci. Par exemple, Thomas Bravo, c'est une entreprise qui rachète essentiellement des compagnies qui exercent dans le secteur voilà, c'est dans les softwares, donc les compagnies de technologie. Donc, essentiellement, elle rachète uniquement ces entreprises-là. Également, vous allez voir Andreessen Horowitz qui a investi massivement, par exemple, qui est très réputé ici pour avoir investi dans des compagnies comme Facebook, par exemple, quand Facebook était encore une start-up. Et je ne pense pas qu'il n'y a pas que Facebook, il y a également eBay, etc. Donc, ce sont des gens qui sont très, ils ont une très grande connaissance du domaine des venture capitalistes. Donc, c'est en outre parmi les plus populaires également. Donc, c'est une entreprise, ça c'est la stratégie selon laquelle on investit dans des fonds privés. On a une autre stratégie qui est la troisième stratégie ici, qui est d'investir et de prendre des participations minoritaires dans certaines entreprises pour le long terme toujours. Donc ici, ils ont toujours une vision long terme. Vous allez par exemple voir des entreprises ici comme, voilà, je pense que nous avons Biomérieux qu'on a étudié sur cette entreprise, sur cette chaîne-ci. Je pense qu'également, ils avaient des investissements dans Colruyt. Donc ici, je pense qu'ils ont des investissements dans Colruyt qu'on a également étudié sur cette chaîne-ci. Alors, ici, vous allez constater qu'ils avaient également des investissements dans Orpea, dans Ipsos, dans Hillbrand, donc dans Danone également. Donc, c'est une compagnie qui investit dans d'autres entreprises avec 3 stratégies. Alors, qu'est-ce qui compte ici? Ici, la seule chose qui compte, je dis même la chose la plus importante, c'est la taille des actifs sous gestion. Donc, ces actifs sous gestion-là doivent être stables et croissants. Comment est-ce que vous pouvez retrouver cette information-là en allant regarder le tangible book value, la valeur des actifs tangibles par action. D'accord? Donc, pas par action, ça peut être la valeur des actifs tangibles tout court. Vous constatez que entre 2018 et 2021, ces actifs-là ont tendance à augmenter. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est un bon signe. Ça veut dire que les entreprises dans lesquelles elle a investi ont pris de la valeur. D'accord? Donc, quand on regarde également ici sur les equity, donc vous pouvez voir que c'est la même chose ici, même si ce n'est pas tangible book value ici, mais voilà, c'est quelque chose qui s'y rapproche. Donc, vous voyez ici que ces actifs-là ont tendance à augmenter dans le temps. Regardez ceci. Donc, on a une tendance d'augmentation ici, alors qu'entre 2007 et à peu près 2012, on avait plutôt une stagnation par là. Donc, vous constatez que si les marchés, globalement, se portent bien, les actifs auront tendance à performer, les actifs auront tendance à bien se comporter également. Ils auront tendance à augmenter. Mais si les marchés ne se comportent pas bien, ils auront également tendance à diminuer. Mais ce n'est pas que ça. Il faut également que le management soit compétent et très compétent. C'est pour ça que je dis qu'il y a 2 choses qui sont indissociables dans cette compagnie-ci. Il faut premièrement avoir des actifs tangibles par action qui sont croissants et stables dans le temps. Et deuxièmement, un management compétent. Et généralement, la compétence du management, vous ne pouvez uniquement l'avoir avec la vision à long terme qu'ils ont et également avec les succès passés. Donc, si on a présentement un nouveau PDG, là, par contre, je ne sais pas s'il est compétent ou pas, mais également, vous pouvez le voir par rapport à ce qu'il vous dit. Généralement, un management compétent, c'est un management qui vous dit la vérité. Ils vous disent les choses. D'accord? Donc, vous pouvez voir qu'ils ont investi dans Orpea. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu de l'argent dans Orpea. Il faut voir à quel moment ils ont investi dans Orpea. Donc, je ne sais pas ici si sur leur site, ils vous donnent les informations concernant la prise de position dans Orpea, mais je pense que dans les rapports financiers, vous pouvez retrouver pourquoi est-ce qu'ils ont acheté Orpea, pourquoi est-ce qu'ils ont revendu Orpea. Donc, si ils ont fait une mauvaise affaire sur Orpea, ça veut dire qu'ils peuvent également faire des erreurs.
comme toute personne, comme tout investisseur. Je ne connais aucun investisseur qui n'a jamais fait d'erreur, d'accord? Donc ici, c'est vraiment, il faut que le management soit compétent. Donc vous constatez que si les actifs ici sont surévalués, vous ne pourrez pas le savoir si vous ne savez pas exactement ce que l'entreprise possède. Elle est assez diversifiée. Donc également, on peut se dire qu'avec le passif ici de cette entreprise parle pour elle. D'accord? C'est une société qui a une vision long terme, qui a tendance à bien gérer ses actifs. Or, si on avait des actifs sous gestion qui avaient tendance à faire des zigzags, on allait se dire, ah, peut-être qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais on peut voir clairement ici qu'on a à peu près une stratégie qui est assez louable. Mais maintenant, si vous voulez investir dans ce genre d'entreprise, la seule chose que vous devez faire, c'est d'acheter l'entreprise en dessous de la valeur de ses actifs nets par action. Ou bien la valeur de ses actifs nets. Actuellement, nous sommes à 194 € en date d'aujourd'hui. Alors, les actifs nets par action en date d'aujourd'hui, voilà, ça c'est le prix. Hein. Actuellement, c'est 194 € par action. Et le book value en date d'aujourd'hui par action est à peu près de 383 € par là. Je pense bien, 383 € par là. Donc, on pourrait avoir une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Parce que normalement, elle a tendance à s'échanger au niveau de la valeur de ses actifs nets par action. D'accord, vous constatez ici qu'elle valait aux alentours de 436 € au plus haut en décembre 2021. Et en date d'aujourd'hui, on a à peu près 50% de décote. Donc, on pourrait avoir une opportunité d'investissement. J'ai bien dit on pourrait. Maintenant, attendez-vous également à ce que cette valeur des actifs diminue si les marchés également diminuent. D'accord? C'est-à-dire que c'est là où la compétence du management doit ressortir. Dans le sens où est-ce qu'ils ont sélectionné des actifs qui, même avec une période incertaine, comme présentement, pourraient tirer leur épingle du jeu. D'accord? Donc, moi, je dirais c'est vraiment du 50-50. Ce genre de compagnie, j'évite généralement d'y investir. Pas parce que c'est des mauvaises compagnies, hein, mais c'est juste que je dors mal la nuit quand j'ai ce genre de compagnie en portefeuille. Je dors très mal la nuit. Pas parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est pas parce que c'est des compagnies, c'est mauvaises compagnies. Non, au contraire. Sofina a tendance à être une excellente compagnie. Une excellente entreprise, très bien gérée, avec une vision long terme. Mais moi, mon problème, c'est généralement, quand je ne comprends pas les choses, je n'y investis juste pas. Et quand je dis je ne comprends pas les choses, ça veut dire que si vous avez investi dans une compagnie qui est dans un fonds privé, par exemple, comme Andreessen Horowitz, comment est-ce que je vais savoir quels sont les résultats financiers d'Andreessen Horowitz? Je ne sais rien du tout. C'est vous qui m'annoncez que la juste valeur de cette entreprise, c'est ça. Moi, je n'ai aucune information par rapport à ça parce qu'Andessen Horowitz ne va pas publier ces résultats-là, ne va pas me publier ces résultats-là. Mais également, je sais que Andessen Horowitz, c'est une excellente entreprise, parmi même les meilleures dans son domaine. D'accord? Ça, c'est la perception de valeur que j'ai. Et également, il y a Thomas Bravo que je connais très très bien. Bon, pas que je connais très très bien, qui est très commun dans le secteur des technologies, qui est généralement habitué à racheter d'excellentes entreprises de technologie. Par exemple, si je vais regarder dans ce que Thomas Bravo détient ici, si on va aller dans Google, donc on va lancer ça ici, on va voir Thomas Bravo. Donc Thomas Bravo, on va juste aller voir le genre d'entreprise que Thomas Bravo détient en portefeuille. Vous allez voir que certainement, vous allez reconnaître certaines entreprises ici. Donc, on va voir Our Business, Company. Donc, on va regarder Company ici. Quelles sont les entreprises? On nous donne ici des informations par rapport. OK, on a toutes ces informations-là. Donc, vous allez voir, voilà la plupart des entreprises qui détiennent ici en portefeuille. Donc, c'est à peu près une compagnie. Elle investit dans une compagnie qui lui ressemble, en tout cas. Parce qu'elle fait à peu près la même chose que Thomas Bravo, sauf qu'elle est diversifiée. Elle n'investit pas uniquement dans des compagnies technologiques, dépendamment de là où il y a de la valeur, selon elle. Elle va y investir. Voilà les entreprises que Thomas Bravo détient. Et quand je dis détenir, ça veut dire que Thomas Bravo a racheté ces entreprises. D'accord? Donc, tout le cash flow que ces entreprises-là génèrent appartient à Thomas Bravo. Et Thomas Bravo, tout ce qu'ils font, c'est allouer le capital. Ce sont des allocateurs de capital. D'accord? Un peu comme Warren Buffett, qui, premièrement, Berkshire Hathaway, c'est un conglomérat. Donc, c'est une entreprise dans laquelle il y a d'autres entreprises. Donc, lui, il rachète les entreprises. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ces entreprises-là, quand elles génèrent du cash, ce que lui fait maintenant, c'est d'investir ce cash-là dans d'autres entreprises qui sont cotées en bourse ou de racheter d'autres entreprises. D'accord? Et le cœur même de son entreprise, c'est le segment assurance. D'accord? Donc,
C'est pour ça c'est pour ça que si vous voulez investir dans une compagnie comme Berkshire Hathaway, achetez-la généralement à une valeur proche de la valeur de ses actifs tangibles par action. Et c'est très rare d'avoir cette entreprise-là à une valeur inférieure ou égale à la valeur de ses actifs tangibles par action. Parce que voilà, ces actifs-là ont tendance également à augmenter avec le temps. Donc ici, il faut également regarder le return on equity, qui est une métrique très, très, très importante, parce que ça vous permet ici de déterminer quel est le taux de croissance ici des équités, ici, de l'equity ici, donc des actifs tangibles par action, pas exactement, mais ça c'est equity, mais voilà, ça peut également aller dans le même sens. Vous constatez qu'en moyenne, on est aux alentours de 5% jusqu'en 2017. D'accord? Et à partir de 2007, on a du 13, 15 et 22%. Donc on a une accélération à partir de 2017. Pourquoi est-ce qu'on a une accélération? Peut-être qu'il y a des actifs qui ont pris de la valeur, ou bien il y a des entreprises dans lesquelles on avait investi et on a juste cash out. Donc on a récupéré notre cash, et le cash qu'on a récupéré était bien plus élevé que ce qu'on avait investi. Également, il faut savoir quelle est la méthode, la méthode la méthode d'écriture par rapport à ces investissements. Est-ce que c'est par rapport à la valeur nette présente des actifs, ou bien c'est par rapport à la valeur des investissements? Par exemple, si j'investis $100 dans Facebook, aujourd'hui, l'année prochaine, ce $100-là sera toujours $100, même si Facebook a pris de la valeur ou a perdu de la valeur. D'accord? Ça, c'est généralement quand on les enregistre à la valeur, à la valeur d'achat, à la valeur d'acquisition. Est-ce que c'est par rapport à la valeur de l'équité, c'est-à-dire que quand j'investis $100 et que Facebook prend de la valeur ou perd de la valeur, l'année prochaine, ça va se répercuter également, ou bien au trimestre précédent, ça va se répercuter également sur la valeur des actifs. Donc, il faut savoir. Donc, ici, je pense que c'est plus quelque chose qui est au niveau de l'équité, donc dépendamment de la valorisation. Mais cette valorisation-là dépend de plusieurs métriques. Par exemple, pour les entreprises qui sont publiques, comme Biomérieux, je peux clairement voir combien est-ce que la position de Sofina peut valoir, en prenant juste le pourcentage par rapport à la capitalisation boursière. Mais dans les entreprises qui sont privées, comme Thoma Bravo, comment est-ce que je vais savoir? Je ne le sais pas parce que Thoma Bravo ne me donne pas ces informations. Et encore, s'il faut le faire sur toutes les entreprises qu'ils détiennent, vous voyez que c'est un travail faramineux. C'est la raison pour laquelle il faut avoir énormément confiance au management et regarder le passif de cette entreprise-ci. Il faut regarder si les actifs tangibles par action ont tendance à être croissants ou stables. Regardez également la stratégie d'entreprise. Donc, c'est un peu comme si vous investissez dans un mini ETF en achetant cette compagnie-ci. Donc, achetez-la à la valeur de ses actifs tangibles net par action. Donc, vous constatez ici que Thoma Bravo détient McAfee, GD Power. Ça, c'est pour les entreprises que moi, je connais, mais je pense que vous connaissez également McAfee ici. Je pense que Proofpoint également, je pense que je la connais. Alors, il y a quelques entreprises. Vous voyez, ils ont énormément d'entreprises et ils continuent à en racheter. D'accord? Et je pense même que généralement, ils sont très réputés pour acheter les entreprises un peu à des prix très attractifs. D'accord? Ils ne surpayent pas pour les acquisitions. Ils gèrent à peu près 22 millions. Les entreprises qui gèrent présentement ont à peu près 22 milliards en termes de revenus par là. Alors, ici, comme je vous l'ai dit, la valeur de cette entreprise sera aux alentours de la valorisation de ses actifs nets par action. Donc, en date d'aujourd'hui, on se dira que le tangible book value est à $383 l'action, 383 € l'action. Est-ce que ça veut dire, excusez-moi, je vais mettre ça en euros, 337 € l'action. Est-ce que ça veut dire que ça vaut 337 € l'action? Point d'interrogation. Ça dépend de la qualité des actifs. C'est pour ça que généralement, le marché demande une décote supplémentaire. Donc, elle a tendance à s'échanger avec une décote à peu près de 90%, de 10%. Donc, c'est-à-dire que la valeur de ces actifs, si c'est 337 € aujourd'hui, généralement, le marché va proposer 300 €. D'accord? Donc, je dirais que même à 300 € aujourd'hui, vous pouvez, si la valeur est réellement de 300 € en émettant une décote de 10%, actuellement, ça cote à $200 l'action. Donc, on a une possibilité ici en termes de différentiel entre la valeur et le prix, à peu près de 50%. Et maintenant, si on a une croissance de ce book value dans le temps, ça pourrait également grandir. Si on a juste une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, ce book value-là pourrait monter aux alentours de $600 par là. D'accord? Et votre opportunité ici sera encore plus élevée. Dans le sens, pas $600, excusez-moi, aux alentours de $400 par là. Et vous, votre book value, votre coût d'acquisition, par rapport au coût d'acquisition ici, vous aurez la possibilité de doubler vos capital en 5 ans si on respecte le 90%, du book value. Donc, au lieu de s'échanger, si le book value est à $100 et que généralement le marché accepte de payer 90% de cette somme-là, donc le marché paiera uniquement $90.
D'accord? Donc, il y aura toujours un 10 dollars de décote entre les deux. Donc, si ça respecte cela, cette entreprise ici, avec une croissance de 5% comme par le passé, et vous voyez ici que la croissance tend à accélérer par rapport au book value ici. Donc, on aura à peu près aux alentours de 400 dollars d'ici 400 euros. Parce que quand je parle de dollars, euros, excusez-moi, c'est parce que j'analyse plusieurs entreprises, je jongle entre les dollars et les euros. Donc, c'est en euros ici. Donc, 400 euros ici. So, l'entreprise aura tendance à coûter aux alentours de 400 euros ici si on augmente juste de 5 dollars, 5% en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc, ceci n'est que mon avis. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, ça dépend de l'environnement macroéconomique général. Et ça dépend des compétences du management. Si vous voulez investir dans cette compagnie-ci, et je sais que beaucoup ne vont pas lire les rapports financiers, ils vont juste se baser sur la perception de valeur ici. D'accord? Vont juste se baser sur le price action pour décider que non, l'entreprise est sous-évaluée ou pas. Je vous ai montré comment vous pouvez à peu près déterminer s'il y a de la qualité ou pas. Mais ça ne suffit pas. Il faut lire les rapports financiers parce que rien ne vous dit que ces gens-là n'ont pas fait une erreur en investissant dans X ou Y entreprise. Donc, il faut avoir à peu près une vue d'ensemble dans ces investissements-ci. Donc, moi, je dirais qu'on a une opportunité d'investissement, mais ça dépend, c'est par rapport à la perception de valeur que j'ai de cette entreprise-ci. Parce que quand je vois des gens avoir ce genre de stratégie, le genre d'entreprise dans lesquelles ils investissent, ce sont des entreprises qui me parlent, ce sont des entreprises que je connais peut-être, mais je ne les connais pas toutes. D'accord? Je ne peux même pas dire que je connais 90% de ces entreprises-là. Je connais peut-être moins de 5%. Mais quand je vois déjà que vous avez ce genre d'infos, vous investissez dans ce genre de compagnie-là, moi, c'est correct pour moi. Ça, je sais que vous avez un intérêt sur le long terme. Par exemple, je connais cette entreprise-ci, First Eagle. Il y a d'ailleurs un Français qui travaille dans First Eagle, qui est une compagnie de gestion. Il s'appelle Jean-Marie Éveillard et il a même un très bon livre qui parle du value investing. C'est l'un des meilleurs investisseurs au monde, enfin, dans son domaine. D'accord? Il a géré le First Eagle Fund, je pense que le Value Fund pendant une trentaine d'années avec à peu près de 15 à 13% de rendement. Donc, c'est quelqu'un de très, très respecté. Je ne sais pas, beaucoup de gens ne le connaissent pas en France d'ailleurs. Et parce qu'il vit aux États-Unis. Dans tous les cas de figure, il a un livre. Vous pouvez aller voir ici. La personne, c'est Jean-Marie Éveillard. Je peux aller voir ici où est-ce qu'il est même un peu. Je vais vous montrer à peu près son livre ici. Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est toujours bien d'aller regarder. Je sais que si tu investis dans First Eagle, donc ça veut dire que à la fin de la journée, First Eagle a une stratégie. Elle est réputée pour avoir sa stratégie value. D'accord? Donc, ce n'est pas juste value dans le sens quantitatif, mais c'est également dans le sens qualitatif. Donc, c'est lui, Jean-Marie Éveillard. C'est lui aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir, il a un livre ici, allez lire la biographie. Il gérait le First Eagles Fund. Donc, c'est intéressant. Il a des livres en français, il a des conférences en français. Cette conférence est extraordinaire. Allez la suivre également. So, à la fin de la journée, je vous dirais que Sofina est une opportunité d'investissement. La valeur de l'entreprise aux alentours de 300 euros par là en date d'aujourd'hui, suivant le book value. Et ça pourrait valoir bien plus que ça. Mais lisez vos rapports financiers et faites vos propres recherches. D'accord? Merci. Non, j'avais oublié une chose. Le dividende. So, j'oublie toujours le dividende. Le dividende est de 1,58% ici. Donc, voilà, c'est rien du tout, mais c'est une entreprise qui a la capacité d'augmenter ce dividende-là. Et le but ici n'est pas de vous de reverser un dividende. Le but ici est de faire croire, d'augmenter la valeur des actifs tangibles par action. C'est ça qui donne la valeur à cette entreprise ici. Donc, si vous investissez dans cette entreprise pour le dividende, c'est vraiment pas la meilleure stratégie au monde. Mais si vous investissez dans cette entreprise pour la plus-value, je pense que le prix actuel est exceptionnellement bon. D'accord? Mais la valeur des actifs pourrait diminuer avec la récession. Le tout ici, la récession est généralement temporaire, c'est de savoir est-ce que l'entreprise a la capacité de souffrir. Et je pense qu'elle a la capacité de souffrir et de revenir à des niveaux bien plus élevés par rapport au book value. Donc, je vais m'arrêter ici. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.